Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Auditeurs et auditrices du magazine Top Vert, chers téléspectateurs, à vous tous, nous disons bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous sommes heureux et heureuses de vous retrouver encore ce mercredi. Nous sommes ici au studio Top Congo avec le professeur Joseph Malassi Longunza, qui est le conseiller politique, diplomatique et climat de la ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba. Professeur, bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Avec vous, professeur, nous allons parler des mécanismes de financement autour du climat et nous allons nous atteler spécifiquement sur le PSE, qui est le paiement pour services environnementaux. Donc, nous allons décortiquer ces sujets avec vous, mais également aborder quelques défis autour de ces financements parce que nous savons qu'avec les différentes rencontres ou conférences des partis, le monde se retrouve pour parler de l'avenir de la planète. Mais l'un des problèmes majeurs ou des défis qui nous guettent, c'est notamment la question des financements. Et nous avons tous suivi comment est-ce que les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. Nous allons également aborder cette question pour savoir c'est quoi l'implication. Alors, d'entrée des jeux, nous ne pouvons pas aller plus loin sans pour autant d'abord connaître c'est quoi le PSE, parce qu'on a suivi dernièrement, il y avait une grande conférence qui avait été organisée ici à Kinshasa, on a parlé des paiements pour services environnementaux. Qu'est-ce qu'on entend par paiement pour services environnementaux? Merci Madame la journaliste et merci aussi à tous nos auditeurs à travers la ville de Kinshasa et la RDC en général. C'est vrai, il s'est tenu une grande conférence au mois de janvier qui avait été organisée par son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, sous le haut patronage du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait réuni les pays du bassin du Congo, donc les pays forestiers du bassin du Congo, autour du thème de déploiement à grande échelle des paiements pour services environnementaux. Alors, c'est quoi le paiement pour les services environnementaux? Il faut tout d'abord comprendre que les forêts, de manière générale, les forêts rendent des services énormes à l'humanité. Et tous ces services que les forêts rendent, aujourd'hui, avec la lutte contre le changement climatique, avec l'inversion de la dégradation de l'environnement mondial, partout l'environnement est en train de se dégrader et le cri est lancé par-ci par-là pour restaurer l'environnement, si possible, à son état naturel. Et vous avez aussi appris que la décennie dans laquelle nous sommes, la décennie 2020-30, a été déclarée comme étant la décennie de restauration des écosystèmes. Oui. Donc ça veut dire que le cri est lancé pour stopper d'abord la dégradation, ensuite restaurer ce qui a été détruit par le fait de l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme s'est rendu compte que la nature rend des services, l'oxygène, la séquestration du carbone, pour ne citer que cela, que rien d'autre ne peut rendre. La conservation de la biodiversité et ainsi de suite. Et donc, ces services qui sont rendus à l'homme par la nature ou par les forêts ont finalement une valeur autrefois méconnue ou autrefois non valorisée, mais aujourd'hui reconnue. Et à cette valeur, il a été attaché un plaidoyer au niveau international qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, les pays qui n'ont pas ces ressources, qui n'ont pas ces forêts, mais qui bénéficient des services rendus par ces forêts, sont d'accord de payer quelque chose aux pays ou aux communautés qui ont ces forêts et donc qui rendent ces services à l'humanité. Voilà de manière très simpliste ce que je peux donner comme explication derrière ce mécanisme que nous appelons paiement pour services environnementaux. Et pour terminer, peut-être
les paiements pour services environnementaux et le marché de carbone avaient été identifiés par le plan d'investissement de la RED plus en RDC, dont la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, comme étant les deux stratégies qui sont susceptibles de permettre de stopper la déforestation en RDC et dans le bassin du Congo, et aussi d'amorcer la recouverture ou d'amorcer le retour vers le couvert forestier que nous avons perdu, la restauration. Donc, voilà le paiement pour services environnementaux. Quelqu'un payera de l'argent en liquide à quelqu'un d'autre qui est en train de protéger les forêts. Ça, c'est déjà un acquis. C'est un acquis par principe. Maintenant, il faut aller vers la matérialisation, l'opérationnalisation. Avant, ce n'était même pas dans la pensée des payeurs, mais actuellement, les payeurs ont compris. Je reviens de Londres. J'étais il y a 2 jours encore à Londres. Je suis revenu hier. Et invité, nous étions à 3, les invités de la RDC. Et donc, nous sommes allés porter la voix du pays par rapport au PSE. Parce que, comme je suis en train de le dire, les pays pollueurs, les pays émetteurs de gaz à effet de serre, se sont décidés qu'ils vont beaucoup plus s'investir dans les PSE plutôt que dans les autres mécanismes. Et je vais expliquer pourquoi. Et justement, puisque vous parlez d'autres mécanismes, le PSE, c'est un nouveau mécanisme mis en place. Qu'adviendra-t-il des autres ou comment ça va se passer dans le concret pour qu'il n'y ait pas chevauchement dans les initiatives qui sont prises? Parce qu'il y a beaucoup d'autres initiatives aussi qui vont dans le même sens. C'est pour notamment donner en retour des compensations aux communautés qui préservent les forêts. Comment ça se passe dans le concret? Je crois que, vous l'avez dit, les PSE sont un nouveau mécanisme sur le terrain, alors que d'autres mécanismes, l'aide publique au développement, les financements climatiques, le fonds vert, ainsi de suite, sont déjà par-ci, par-là, en train de développer des projets ou en train de soutenir les communautés. Et donc, ce qu'il faudra, ce sera une bonne répartition géographique des activités, de manière à ce qu'il n'y ait pas chevauchement. Vous n'avez peut-être pas cité le marché de carbone aussi, donc oui, il y a ça aussi qui est en vue. Donc, une bonne répartition géographique nous permettra d'occuper de manière très efficiente notre espace. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous regardez aux forêts de la RDC, nous avons des forêts qui sont intactes, des forêts qui n'ont jamais été touchées, où personne n'est jamais entré. Et ces forêts-là ne sont pas éligibles pour les marchés de carbone. Je crois que ceux qui connaissent le marché de carbone savent de quoi je parle. Oui. Pour qu'il y ait, pour qu'il y ait paiement en termes de réduction, en termes de contrôle des émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'il y ait menace sur la forêt. Or, les forêts qui sont intactes, ils ne sont pas menacées. Il n'y a pas d'activité de l'homme, donc on ne sait pas compenser. On ne sait pas compenser. Donc, nous avons ces espaces-là et ce sont les espaces qui sont majoritaires en RDC. C'est un fait. Okay. Ensuite, nous avons les forêts qui sont sous la menace des communautés parce que les communautés doivent cultiver, elles doivent exister, elles doivent manger le pain et l'agriculture que nous pratiquons ici dans notre pays, qui est une agriculture essentiellement familiale. Et donc ça se fait aux dépens des surfaces forestières qui sont emblavées. C'est un autre espace. Si nous voulons contrôler la déforestation, nous devons aussi revoir nos méthodes culturales. Et c'est un autre sujet pour les financements internationaux qui visent le climat. Nous avons également des espaces qui sont déjà déboisés ou des espaces forestiers qui ont été dégradés à travers le temps. Il y a des provinces ici, des territoires, des villages, des secteurs qui, lorsque vous arrivez, on vous dira qu'autrefois c'était une grande forêt ici, mais actuellement il n'y a plus rien. Même pas très loin, juste ici à côté, il y a des endroits, moi j'ai été à Gungu une fois, des endroits où vous arrivez, on vous dit qu'il y avait une forêt ici, mais il n'y a plus rien. Voilà. Donc ce sont des espaces comme ça qu'il faut restaurer, il faut reforester. Et la restauration forestière est éligible au crédit carbone. Donc vous pouvez reforester, il y a des calculs qui se font, vous obtenez des crédits carbone et c'est vendable au niveau international. C'est même plus recherché aujourd'hui que les crédits qui sont issus des projets de conservation. C'est aussi un fait. Donc je ne suis pas en train
de créer une opinion. Je suis en train de lire ce qui existe déjà sur le terrain. Ensuite, vous avez... donc, voilà un peu de quoi nos forêts sont faites. Il y a des forêts il y a des espaces qui sont éligibles au crédit carbone. Il y a des espaces qui sont en train d'être entamés par les communautés pour besoin de survie. Il y a des espaces qui ont fini d'être entamés, qui ont besoin d'être restaurés. Pour ne prendre que ces 3 exemples-là, une bonne répartition des interventions peut nous permettre d'être judicieux sur les terrains. Okay. Nous pouvons par exemple affecter les fonds de PSE vers les activités des communautés. Parce que quand vous parlez des PSE, vous parlez d'abord et avant tout des communautés. Oui. Il faut changer les comportements des communautés, leurs relations vis-à-vis des forêts, leurs relations vis-à-vis des usages des terres. Et ce changement de comportement vers des comportements moins négatifs vis-à-vis des forêts sont rémunérés. Ça va tout droit vers cette catégorie. Ensuite, vous avez les espaces reboisables. Les espaces reboisables, ce sont des grands fonds, ce sont des grands projets. Ça peut, le pays peut les mettre à profit pour le marché de carbone, comme je l'ai dit, à projet égal. Hein, lorsque un acheteur de crédit carbone trouve le crédit carbone de conservation, donc où la forêt a été conservée, et le crédit carbone de restauration, de manière générale, il commence d'abord par préférer le crédit carbone de restauration de la forêt. Pour la simple raison que tous les calculs qui ont été faits aujourd'hui par rapport au réchauffement de la planète tiennent déjà compte des forêts qui sont en place. Qui existent. Donc, malgré les services que ces forêts sont en train de rendre, il y a l'augmentation de la température. Mais ça veut dire quoi? Ouvrons un peu la parenthèse. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que cette donne qui semble être quand même assez ignorée pourrait faire perdre... peut être un atout ou un désavantage pour un pays comme le nôtre. Vous l'avez dit, la plupart des forêts ou les grands espaces des forêts que nous avons détendus sont ceux qui n'ont pas été touchés, ceux qui ne sont pas menacés par l'activité de l'homme. Est-ce que c'est un atout ou un désavantage pour notre pays? Non, bien au contraire, il n'y a pas de désavantage. Il faut retenir que la RDC est un très grand espace. Nous avons théoriquement plus de 155 millions d'hectares de forêt en RDC. Et le fait que les acheteurs, ou le fait que la notion même de crédit carbone exclut les forêts qui ne sont pas sous menace, ne constitue pas un problème pour nous. Parce que nous avons déjà assez de forêts à réforester, nous avons déjà assez d'espace à conserver. Je voudrais compléter ce que je disais avant en disant que partout là où il y a menace des forêts et qu'il y a activité de conservation, c'est aussi éligible au crédit carbone. Cependant, les PSE, comme je le disais, vont beaucoup plus se focaliser aux espaces où il y a les communautés. Vous pouvez avoir un espace qui est menacé de déforestation, mais il n'y a pas assez de communautés. Par exemple, par l'exploitation forestière artisanale. Les exploitants forestiers illégaux qui vont quelque part, qui déforestent, mais ce n'est pas du fait de l'agriculture ou des activités directement liées aux communautés. Donc là où il y a les communautés, les PSE sont très bien indiqués. Et là où il y a menace de déforestation, les projets de conservation peuvent stopper la déforestation et justifier les crédits carbone. Et là où il n'y a pas de menace, il y a un autre mécanisme, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous préparer activement pour aller à la COP30. Le mécanisme que le Brésil est en train de promouvoir, qui est appelé le TFFF. Un T avec 3 F. Oui. En anglais, ça veut dire, si je peux le rendre en français, c'est le fonds pour les forêts, le fonds perpétuel, voilà, le fonds perpétuel pour les forêts tropicales. Donc, le Brésil a imaginé un système où ils vont emprunter de l'argent, des systèmes de financement qui existent, des banques, de la Banque mondiale, de tout ce qui peuvent, des fonds souverains, des États et tout ça. Et cet argent, ils vont l'investir par un mécanisme qu'ils n'ont pas encore rendu public. Et les bénéfices générés par cet investissement, le Brésil va le reverser aux États, aux pays forestiers, au prorata de leur superficie forestière qui a été conservée, gardée de la déforestation. Une initiative du Brésil en faveur d'autres pays. Oui, bon, le Brésil en tant que pays leader, hein, parce qu'il faut dire qu'au niveau mondial, c'est le Brésil, hein, oui, quand vous parlez des forêts. Et après le Brésil, c'est qui? C'est la RDC. Donc, le Brésil,
en tant que leader, nous le lui reconnaissons de par sa superficie et d'aller de l'avant. Donc, de fait, il va aussi avoir la gestion de ce fonds. Non, puisque j'imagine que ça ne viendra pas du Brésil. Non, le fonds ne viendra pas du Brésil. Le fonds viendra des emprunts et les emprunts qui seront consentis au nom de tous les pays forestiers et dont les bénéfices seront reversés à tous les pays forestiers. Donc, c'est pas un fonds brésilien, c'est un fonds multi-pays et dont les bénéfices, comme je viens de le dire, seront reversés à tous les pays. Donc, ce que je voulais dire en énonçant et en évoquant ce fonds, c'est que ce fonds est indiqué et le mécanisme indiqué pour les zones où il n'y a pas de déforestation. Okay. Pendant que les mécanismes de crédit carbone ne s'intéressent pas à ces zones-là. Le fonds brésilien, nous, la RDC, nous pouvons faire un bon mapping de notre territoire et organiser les choses, discuter avec les Brésiliens de manière à ce que ces fonds-là aillent vers la conservation ou la rémunération de ces zones qui ne sont pas touchées par la déforestation, parce que c'est ce qu'ils cherchent finalement, tandis que les zones touchées par la déforestation, si c'est une déforestation commerciale, comme je viens de le dire, ça, nous pouvons y envoyer les projets de conservation pour stopper la déforestation et encourager la génération de crédit carbone à vendre au niveau international, tandis que les zones où il y a les communautés, nous allons privilégier les paiements pour services environnementaux. C'est ce qui est fait maintenant. Revenons justement aux paiements pour services environnementaux. Qu'est-ce qui est fait actuellement pour que la RDC ne passe pas à côté de cette initiative et en bénéficie pleinement? Par rapport au PSE, ça c'est une très bonne question. Par rapport au PSE, et là nous devons saluer l'engagement du gouvernement, depuis que le président Félix Tshisekedi est à la tête de ce pays. Nous avons vu son accompagnement par rapport à toutes les questions environnementales, allant personnellement à toutes les conférences des partis sur le climat. Et cet engagement politique, ça nous ne l'avions pas. Et le fait de l'avoir aujourd'hui a fait bouger beaucoup de lignes. Et ça, il faut le souligner. C'est un acquis reconnu au niveau international. Deuxièmement, nous avons la bravoure de Mme Bazaïba, qui est la ministre d'État en charge de l'environnement. Ça aussi, il faut le reconnaître. Je le disais, j'étais à Londres il y a 2 jours encore, et nos interlocuteurs ont reconnu, nous avions en face de nous le gouvernement britannique. C'était ma 3e fois d'aller rencontrer cette délégation du gouvernement britannique pour discuter de ces questions-là. Bien sûr, j'ai été envoyé, mandaté par mon ministre, Mme Bazaïba. Et donc, ils ont reconnu que si aujourd'hui, les pays bailleurs, comme nous les appelons, ou les pays pollueurs, les pays émetteurs de gaz à effet de serre, ont accepté de payer les communautés à la base qui protègent les forêts, les communautés locales, les peuples autochtones, Batu Yamboka, tous ces mondes-là, ils disent, mais c'est aussi en grande partie grâce au plaidoyer de votre ministre, parce qu'elle a fait entendre la voix de ces communautés très haut à travers le monde. Et ça, c'est vrai. Donc, l'intervention de la RDC, à travers son président, à travers son ministre de l'Environnement, a fait bouger les lignes au niveau international. Je sais que nous sommes dans un pays ingrat où les gens apportent des fleurs à quelqu'un quand il est parti, mais quand il est vivant, on lui apporte des épées. Mais nous croyons au moins que par rapport à cette question des forêts, nous allons saluer le leadership que je viens de souligner ici, et du président et de son ministre, et nous n'allons pas oublier le leadership féminin, parce que vous savez, 2 fois, les solutions viennent par les mamans. Et quand les mamans s'engagent et qu'elles sont ténaces, comme le ministre de l'Environnement, ça donne les lignes ont bougé. Ils ont dit maintenant, tous nos financements, ça je suis en train de donner les informations les plus fraîches d'il y a 2 jours, ça va devenir public bientôt, mais voilà la primeur de l'information à la communauté congolaise, la communauté forestière. Merci. Ils disent désormais, nos financements, plus de 70% de ces financements devront être touchés par les communautés locales. Là, on parle de quel financement? Là, on parle des financements, tout domaine confondu, ou financement climat, ou financement PSE? Nous sommes ici dans les financements qui vont vers les activités de climat. Et donc, ça passera par les financements concernant la forêt. Même certains financements touchant
à la biodiversité, pour autant que la biodiversité soit liée aux forêts, ils disent les 70% doivent arriver aux communautés. C'est-à-dire il faut s'attendre à un réaménagement de la manière dont cet argent est géré à travers les projets, à travers les objectifs et tout ça. Voilà. Alors, professeur, quelle garantie que ce qui a été mis en place dans le cadre du PSE va durer? Parce que nous assistons, je le disais tantôt à l'entame de l'émission, nous avons assisté à ce retrait des États-Unis et tout ça, c'est de l'argent en moins. Il y a des secteurs qui en souffrent, pas seulement le secteur de l'environnement avec le climat, mais il y a beaucoup de secteurs qui souffrent aujourd'hui du retrait du financement des États-Unis. On le sait avec notamment l'USAID et tout le reste. Alors, quelle garantie que finalement, ce qui est en train d'être mis en place va perdurer? Vous parliez du fonds perpétuel. J'ai aimé le mot perpétuel. Quelle garantie alors que pour le PSE, est-ce qu'il y a des garanties que cette fois-là, les gens ou les pays pollueurs ne vont pas se changer de Kazakh? Bon, madame, votre question, une fois de plus, est extrêmement pertinente. Nous ne pouvons pas dépendre des financements extérieurs pour protéger nos forêts éternellement. Pour la simple raison qu'à un moment donné, il y a la lassitude qui s'installe. Qui pouvait imaginer qu'un jour, les États-Unis, il y a un président qui viendrait et qui ferait ce que le président Trump a fait? Mais ils peuvent le faire à tout moment, c'est leur argent. Même si nous évoquons des raisons moraux, on se dit, non, écoute, le changement climatique, c'est vous qui l'avez causé. À un moment donné, ce seront des discours que tout le monde aura déjà entendus. Et un pays se lèvera et se dira, écoutez, j'ai des problèmes chez moi, je n'en donne plus. Donc, est-ce que nous réfléchissons aussi à ça? Est-ce que nous mettons des mécanismes J'arrive à ce point-là. Donc, je constate d'abord le fait que nous ne pouvons pas, c'est pas durable de compter sur les autres. Et ça, c'est une partie des faiblesses de nous, Congolais, à regarder vers les autres comme si nos solutions à nos problèmes viendraient d'ailleurs. Sur tous les plans, c'est d'abord à nous, ce sont nos forêts. Et donc, pour la durabilité, le ministre de l'Environnement a été clair dans ses orientations. Elle a dit ceci. Elle a dit, parce que les communautés qui protègent les forêts doivent être rémunérées pour le travail qu'ils font, nous savons tous que nos communautés, nos villages, c'est le manque d'emploi qui prédomine. Oui. C'est le chômage, c'est la misère. Ces gens qui sont misérables, mais qui protègent les forêts, qui rendent service à l'humanité, Maman Bazaïba a dit non, ils doivent être rémunérés. Et donc, c'est ce qui va commencer. On est conscient que ça ne va pas se généraliser du jour au lendemain. Il faut prendre son mal à patience. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va commencer parce que déjà, au moment où je vous parle, il y a eu cette conférence, on en a parlé. Le jeudi 3 avril, Mme Bazaïba va lancer, elle va présider un atelier de lancement des activités relatives au déploiement à grande échelle des PSE en RDC. Pourquoi elle fait ce lancement? C'est parce qu'elle a déjà entendu l'écho au niveau international que le cap est en train de changer. Maintenant, cap vers la rémunération des populations qui protègent les forêts. Pourquoi elle va lancer ces activités? C'est parce qu'au niveau interne, sous ces orientations, vous avez entendu parler de la taxe carbone. Oui. Il y a 2 ans, voilà, donc en 2023, on va y arriver aussi. Il y a eu la modification de la loi de 2011 portant protection de l'environnement. Et cette loi, en son article 25, a innové en insérant la taxe carbone dans le corpus légal de la RDC. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les émetteurs significatifs, madame, nous avons des miniers ici, nous ne sommes pas contre les miniers, ce sont les miniers qui font vivre l'économie congolaise. Mais entre-temps, reconnaissons-le, les miniers émettent pour produire le cobalt, pour produire le cuivre, pour produire l'étain, le tungstène, tout ce qu'ils produisent, il y a de fortes émissions de gaz à effet de serre et qui comptent négativement contre notre pays. Parce que tous les pays aujourd'hui affichent
au niveau international, leur profil d'émission. Vous émettez combien de gaz à effet de serre par année? Et selon que vous émettez trop ou peu, vous êtes catégorisé. Donc, nous, au niveau national, les activités minières qui produisent et qui génèrent des richesses à leurs propriétaires et qui, il faut le reconnaître, génèrent aussi des richesses à l'État congolais, ont un impact négatif sur l'environnement. Et la taxe carbone, justement, cherche à prélever une partie, vraiment une infime partie de ces revenus pour les redistribuer auprès de ces populations à la base. Ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas commencé, mais la note conceptuelle, la pensée a déjà été, comme je l'ai dit, nous avons travaillé. Les équipes de Mambazaïba ont travaillé avec les équipes du ministre des Finances, ministre Famba, et nous avons mis en place une note conceptuelle. Bientôt, les ministres vont se mettre ensemble pour valider la note conceptuelle mise en place, mise au point par les équipes techniques. Et après, il y aura toute une procédure d'opérationnalisation de la taxe qui va commencer. Bien entendu, il faut qu'il y ait des équipes mises en place selon les procédures étatiques que nous connaissons. Mais l'essentiel de mon message, c'est que les années à venir, l'année à venir, notre souhait, c'est que déjà en 2026, la taxe carbone commence en RDC, qu'une partie de ces revenus issus de l'exploitation minière, l'exploitation pétrolière, des activités industrielles à travers la RDC génèrent des fonds qui vont être en partie redistribués à travers ce mécanisme de paiement pour services environnementaux. Ça rencontre la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État a lancé le programme de développement des 145 territoires. Mais on va le faire comment? C'est vrai qu'on construit des écoles, c'est vrai qu'on construit des hôpitaux, mais qui vont fréquenter ces écoles? Avec quels moyens, avec quelles ressources? Les hôpitaux, qui vont y aller? Donc, il y a aussi une part de création de richesses à partir de la base. Et les PSE, justement, et le marché de carbone sont un apport incommensurable. Vous imaginez que tout va se jouer au niveau communautaire. Tout va se jouer dans les villages. Ce ne sera pas en ville. Kinshasa, déjà, nous nous plaignons. Kinshasa consomme l'essentiel du budget de l'État. Et ce qui n'est pas normal, parce qu'il faut inverser les choses. Il faut redonner la chance à nos communautés locales pour continuer à être utiles à la planète à travers la protection des forêts et la protection de la biodiversité. Et ça, c'est le pari que la ministre est en train de réussir aujourd'hui en inversant la tendance internationale vers les PSE et en lançant avec son collègue le ministre des Finances la taxe carbone qui justement va servir de financement à perpétuité de ces systèmes. Aussi longtemps qu'il y aura des mines en RDC, aussi longtemps qu'il y aura l'exploitation pétrolière, aussi longtemps qu'il y aura des véhicules qui consommeront l'essence, que nous circulerons, la taxe carbone sera prélevée et une partie de cette taxe sera reversée, comme je suis en train de l'expliquer, vers la protection. Renflouer la caisse de paiement. Directement donc là, vous vers les répondez à la question comment rendre sécuriser cette initiative et la rendre finalement perpétuelle. On ne peut pas mieux expliquer. En tout cas, professeur, vous avez soulevé une question qui était un point important, parce que c'était d'ailleurs la prochaine question. Vous avez dit, votre souhait, c'est que d'ici 2026, que cette initiative de la taxe carbone soit opérationnelle. Mais je retiens qu'il y a maintenant plusieurs initiatives qui s'effondrent autour en mettant au centre les communautés. On est d'accord que les soucis, c'est que les communautés, la vie des communautés change. On voit, vous avez parlé de la taxe carbone qui a cet objectif PSE et puis vous avez dit notamment la réunion à laquelle vous avez assisté, les pays pollueurs voudraient à 70% que les financements puissent toucher d'abord les communautés. On doit s'attendre à ce que la vie des communautés change d'ici les années à venir. Bien sûr, et alors je vais le dire, je vais le placer comme ça, les communautés doivent coopérer, elles doivent participer à cet effort. Il faut éviter l'attentisme. Nous sommes en train de faire notre part. C'est-à-dire, le gouvernement est en train de faire sa part, mais il y a une bonne part aussi des communautés. Je ne pense pas que les PSE seront des grands salaires qui résolveront tous les problèmes des communautés. Je ne pense pas. Mais les PSE se constitueront un échafaudage.
C'est le terme anglais qui revient. Voilà, un tremplin. J'allais dire threshold en anglais. Un tremplin sur lequel les communautés peuvent s'appuyer pour avancer. Mais le grand problème, c'est la conscientisation. Que les communautés comprennent que nous devons changer nos habitudes vis-à-vis de nos forêts, nos relations avec la nature doivent changer, parce que le monde est en train de brûler. Et si le monde brûlait, nous brûlerons ensemble avec le monde, malheureusement. Donc, nous avons une redéfinition de nos habitudes, et cela ne se fait pas gratuitement, c'est vrai. C'est comme ça que les PSE et le marché de carbone et tous les autres mécanismes qui sont en train d'être mis en place vont devoir être focalisés et dirigés vers le cœur de la RDC, qui sont ces communautés dans les forêts, qui n'ont pas de voix, que personne peut-être ne regarde, auxquelles personne ne regarde, mais qui ont le droit de vivre des ressources qui sont les leurs. Et c'est ça l'essence du combat, c'est ça la victoire qui est en train d'être remportée. Nous croyons et nous sommes convaincus que si tout marche tel que prévu par le gouvernement, dans les années à venir, il y aura déjà des signaux d'apaisement. On le voit au Costa Rica. Le Costa Rica est affiché comme étant l'un des pays modèles pour les PSE. Vous avez des familles entières, vous avez des communautés qui ne travaillent plus qu'à la conservation de la forêt. La fin du mois, ils ont leur salaire. Et c'est ça les PSE. Le PSE, c'est que les communautés qui protègent les forêts auront ce qui leur est dû parce qu'il y aura des contrats qui seront signés. C'est tout un système, si vous voulez, on va revenir plus tard, un autre jour pour aller en profondeur. Donc les communautés qui sont bénéficiaires des PSE, chaque fin du mois, ils auront ce qu'ils auront. Ça peut être $10, ça peut être $100, ça peut être, je ne sais pas moi quel chiffre, mais en tout cas, le rythme de déversement de ces chiffres dans les communautés, c'est un rythme mensuel. Mais comment tout cela est calculé? Bon, il y a des outils électroniques de gestion des PSE. Donc, il y a deux applications. Il y a une application de gestion des PSE et une application de planification des PSE. Dans l'application de planification des PSE, le pays ou la province a la possibilité de savoir que nous avons autant de superficies ou autant de communautés qui ont besoin de PSE parce qu'elles seront identifiées. Et ces PSE vont demander autant d'argent parce que les superficies ou les activités qui seront payées vont être calculées. Ensuite, on peut aussi anticiper les effets bénéfiques sur l'environnement. Qu'est-ce que la protection de ces superficies peut apporter à l'environnement en termes de lutte contre le changement climatique, en termes de restauration de la biodiversité. Nous pouvons anticiper les effets sociaux. Qu'est-ce que cette injection d'autant de dollars ou autant de francs congolais dans une communauté donnée peut apporter à court terme, à moyen terme et à long terme? Et nous avons aussi des effets économiques parce que les habitudes des agriculteurs devront changer. Les agriculteurs recevront des formations. C'est pas comme ce qui se fait à gauche, à droite, où on vous distribue des semences, on vous demande de remplir une fiche ici, de signer à gauche, à droite, et ensuite le rapport est fait, on s'en débarrasse. C'est pas comme ça. C'est un nouveau système qui sera suivi de manière institutionnelle et qui permettra aux communautés d'avoir des revenus prédictibles. Donc, ils sauront déjà que même dans 5 ans, dans 10 ans, comme je l'ai dit, aussi longtemps qu'existera la taxe carbone, les communautés auront leur dû et protégeront les forêts pour le bénéfice de tous. Alors, professeur Joseph, je voudrais quand même que vous puissiez marquer une différence nette, parce que ça risque de prêter à confusion, entre le marché de crédit carbone, dont nous connaissons les rouages, comment ça fonctionne, avec les paiements de services pour services environnementaux. Est-ce que c'est le même système qui s'est calqué à l'image de cela, où il y a vraiment une nette différence? Parce que, comme vous le savez, les communautés où il y a déjà où on développe déjà le marché de crédit carbone, ils s'est demandé est-ce que dans ce cadre, il y a une nette différence qui est marquée entre les deux, ou bien c'est pratiquement à l'image de la même chose, ou comment? Il y a une différence entre les deux, nette différence, mais il y a aussi des zones de complémentarité. Mais cependant, l'un n'exclut pas l'autre. Au contraire, lorsque vous lancez les PSE, vous construisez déjà un pédestral pour les marchés de carbone. Je vais m'expliquer. Les paiements pour services environnementaux vont rémunérer, par exemple, les activités de restauration forestière qui sont entreprises par les communautés, vont rémunérer les activités de mise à défense des espaces de forêt, donc les communautés
protègent une partie de leurs forêts, vont rémunérer les pratiques telles que l'agroforesterie. Donc, les communautés, à côté des arbres, ils plantent des espèces fruitières et bénéficient des revenus de ces espèces. Donc, toutes ces pratiques sont des pratiques identifiées comme étant rémunérables en tant que paiement pour services environnementaux. Okay. Mais il faut le dire, comme je le disais au début, ce sont des pratiques à petite échelle. Une communauté pourra peut-être mettre à défendre 5 hectares, 10 hectares, 100 hectares, 5000 hectares. Ce sont des activités à petite échelle, mesurables par rapport aux communautés. Deuxièmement, les services environnementaux il y a plusieurs services. Il n'y a pas que la séquestration de carbone. Quand vous parlez du marché de carbone, c'est vertical. Ça veut dire que ça ne concerne qu'un seul produit. Et ce produit, c'est la séquestration de carbone. Alors que pour les services environnementaux, que ce soit le cycle de l'eau, le cycle de l'oxygène, le contrôle du vent. Tout ça est pris en compte. Tout ça est pris en compte. Le contrôle du vent, le contrôle des bruits, le contrôle des poussières, la dépollution même de l'air. Les forêts rendent d'immenses services et tous ces services sont rémunérés. Mais comment accéder à l'argent? Parlons de l'argent, de l'enveloppe. Voilà. Alors, l'enveloppe, je vais prendre l'exemple d'un territoire fictif. Okay? On prend un territoire T, où il y aura un projet de PSE. Les bénéficiaires potentiels seront identifiés et ils seront mis dans la base de données. Leurs activités seront aussi identifiées. Et grâce à l'outil de planification des PSE, comme j'avais dit, il sera possible de prédire tous les impacts et aussi de prédire l'enveloppe monétaire qu'il faut mettre, qui va avec. Okay. Donc l'outil de planification le fera. Et une fois que les activités auront commencé, c'est l'outil de gestion qui va être mis à profit. L'outil de gestion permet de surveiller les données, permet de surveiller les activités, permet de préparer les rapports, permet de faire un suivi et évaluation de ce qui s'est fait et ne peuvent avoir accès au paiement que les bénéficiaires qui auront satisfait aux critères de contrôle de qualité et qui auront satisfait, voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Sera seulement après vérification et certification. Oui, il y a une vérification rigoureuse et c'est l'un des aspects qui différencie les PSE du marché de carbone, parce qu'avec les PSE, il y a vérification certes, mais les critères qui sont vérifiés sont des critères moins rigoureux comparativement aux critères carbone. Parce qu'avec le carbone, c'est des livres. Hein. Avec des carbones, c'est pas facile. C'est extrêmement laborieux. Et c'est des fois, ça rate, des fois, ça rate. Mais avec les PSE... ça s'adapte aussi à la vie des communautés, à ce qu'ils font. Et ça leur permet d'accéder beaucoup plus facilement. Les PSE accompagnent les communautés. Voilà. Hein, les PSE, c'est vraiment l'outil qu'il faut pour les communautés. Et donc, une communauté où il y a eu projet de PSE, elle a déjà appris à conserver la forêt, elle a appris des gestes qui vont avec l'espace forestier. Cette communauté est mieux préparée pour les marchés de carbone. Alors, pour qu'elle puisse accéder au marché de carbone, il y a d'autres considérants qui sont pris en compte, notamment les enregistrements au niveau des standards internationaux qui existent. Comme je le disais tout à l'heure, c'est extrêmement laborieux et complexe. Désolé à nos auditeurs de vous introduire toujours dans des matières qui sont complexes. On ne peut pas non plus ne pas parler de ça. Voilà, il n'y a pas moyen de ne pas parler de ça. Donc, on essaye de choisir les termes les plus potables, ceux qui passent le plus. Et, malheureusement, non plus, on n'a pas assez de temps. Professeur, je voulais quand même revenir sur l'aspect financement. Cette enveloppe qui vient c'est de l'argent que les pays... les grands pollueurs ou les autres, l'Occident a accepté de mettre sur la table. Est-ce que c'est un fonds qui est déjà disponible ou bien c'est à mobiliser et à quelle échéance? Comment ça se passe? Bon, déjà au niveau domestique ici, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez appris les fonds CAFI. Oui. Bon, les fonds CAFI, les 500 millions... Donc, il y a déjà, au niveau de CAFI, comme il y a lenteur dans l'administration des fonds que CAFI a mis à la disposition de la RDC, pour certaines raisons qui, malheureusement, bon, je n'entre pas dans les raisons, mais je crois qu'il y a lenteur, je le constate comme tout le monde. Et donc, CAFI a demandé à ce que, aussi loin que possible, que les projets qui seront financés puissent déjà intégrer l'aspect que je venais de dire.
que le gros de l'enveloppe aille vers les communautés à la base. On ne sait pas ce sera de combien, mais en tout cas, c'est un principe qu'ils sont déjà en train d'adopter. Je ne parle pas en leur nom, ils parleront eux-mêmes, mais je parle de ce que je venais d'entendre tout à l'heure là à Londres. Et donc, ça c'est un. Deuxièmement, ceux qui étaient avec nous, Top Congo, vous étiez avec nous, lorsqu'Omar Bazaïba a organisé la conférence interministérielle internationale sur les PSE en Afrique centrale. Oui. Les Britanniques ont annoncé une enveloppe de 85 millions de dollars qui mettaient à la disposition de la région. Je crois que c'est 85 ou 87 millions qu'ils ont mis à la disposition de la région. Ce n'est pas encore décaissé, mais ils l'ont déjà annoncé, donc l'argent est là. Il faut que les mécanismes puissent aller l'épuiser. Et cet argent, c'est pour les PSE. Et CAFI a dit que de cette enveloppe revenant à la région Afrique centrale, la RDC aura 25 millions. Et actuellement, ils sont déjà en train de travailler avec le ministère de l'Environnement sous la direction de Maman Bazaïba pour mettre en place un projet qui va s'appeler le PROBAC, le projet d'approvisionnement du bassin de Kinshasa. Et ce projet PROBAC de 25 millions de dollars qui va durer 5 ans permettra justement d'encourager les PSE aux alentours de Kinshasa. Comme vous le disiez tout à l'heure, Ça commence d'abord par Kinshasa. Non. Actuellement, déjà, avec les fonds CAFI, ça je devais le dire, il y a déjà des projets pilotes à l'intérieur. Nous avons les provinces telles que le Grand Bandundu, le Kwilu, ils ont des projets pilotes de PSE. Nous avons le Congo central avec l'organisme One Acre Fund au niveau de Boma. Ils ont déjà des activités PSE. Dans la province de l'Équateur, Lukolela, Bikoro, il y a des projets, il y a des activités PSE. Et sans parler de l'Est du pays, il y a également des activités PSE. Donc, c'était des petits projets pilotes, comme on les appelle. Mais dans le cadre de CAFI, ça va commencer d'abord avec Probac. Dans le cadre de CAFI, ça a déjà commencé avec les zones que je viens de citer. Toutes ces zones-là, ce sont des zones CAFI. Et donc, Probac, ça va être une extension, en fait. Un passage à l'échelle autour de Kinshasa. Et en complément de Probac, il y a tout un effort que le ministère de l'Environnement est en train d'entreprendre actuellement avec les autres partenaires. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je suis allé à Londres, envoyé par le ministre de l'Environnement, pour pouvoir continuer le dialogue avec les bailleurs. L'idée étant que déjà en 2026, qu'il y ait plus de fonds que ceux qui ont été annoncés à travers le Probac pour alimenter les fonds PSE en parallèle ou bien en complémentarité avec la taxe carbone que la RDC va instituer, tel que je viens de l'expliquer. En initiative interne. Alors, professeur, mais c'est quoi l'avenir alors de tous les financements mondiaux ou bien de toute cette lutte qu'on mène contre les réchauffements climatiques ou en faveur du climat avec des initiatives ou des actions telles que les retraits des USA et même certains qui annoncent de revoir leur contribution, enveloppe financière. Est-ce que ça ne menace pas toutes les initiatives qui sont prises autour du climat? Bon, le monde est ainsi fait. Hein? Le monde, c'est un espace sans pitié, madame. Le monde, il n'y a pas de philanthropie. Hein? Ça s'appelle philanthropie, mais en réalité, il n'y en a pas. Et nous, ça ne nous étonne pas. Personnellement, ça ne m'étonne pas. Du haut de mes épaules, derrière mes lunettes, lisant ce que je lis tous les jours, consultant les informations que je consulte, je ne m'étonne pas qu'il y ait ce revirement des États-Unis et je ne m'étonne pas que d'autres pays annoncent qu'ils vont aussi suivre les pas. Ce qui m'étonne, moi, c'est que nous, Congolais, nous ne puissions pas prendre notre destinée en main, que nous ne puissions pas prendre conscience de tout ce qui se passe. Nous devons redevenir ce que nous sommes censés être, nous, Congolais. Et ce que nous sommes censés être, c'est un peuple grand, comme le dit notre hymne national. La RDC peut vivre sans les financements extérieurs. Nous pouvons très bien vivre sans les financements extérieurs. Je ne dis pas qu'il faut y aller maintenant. C'est une autre erreur que nous commettons. Nous voulons y aller tout de suite. Il faut se préparer. Il faut y aller graduellement. Et donc, à terme, nous sommes capables. Est-ce que vous savez que, nous en parlons toujours, le potentiel agricole de la RDC peut nourrir tout le continent africain? Est-ce que vous savez qu'avec les changements climatiques, la RDC, nous qui contrôlons le fleuve Congo, nous aurons 30% de plus d'eau d'ici 2040, pendant qu'en Afrique australe, il y aura 5% de moins d'eau. Et en Afrique du Nord, notamment le Tchad, le désert est en train de s'élargir à une vitesse de plus de 5 km chaque année. Donc, la RDC
peut-être pas nous, nos enfants. La RDC a la capacité de devenir la solution pour les autres. Et ce n'est pas pour rien que nous avons été labellés par le président de la République, par le ministre de l'Environnement, comme étant un pays solution. Nous sommes effectivement la solution. Mais regarder à nous-mêmes aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il ne faut pas se regarder seulement par rapport au présent, il faut se regarder par rapport au passé et aussi par rapport à l'avenir. Par rapport à l'avenir, ce pays sur lequel mes deux pieds se tiennent, c'est un pays qui jouera un rôle très grand à travers le monde, à condition que ses fils et ses filles en prennent conscience. Et la forêt, les ressources naturelles sont indéniablement la puissance de ce pays pour l'avenir. Merci beaucoup, professeur Joseph Malassi. Tokomi pena na suka penza kasi liloba qui na lingala pona ba landinyo so pe ba communauté tozali kolobela lelo tolobeli likambo etali paiement services environnementaux elo konini penza ba koki ko kanga ya motuya na masolo tobetia. Elo ba ko kanga ya motuya ba communauté na biso ezali te mokonzi ya mboka Tata Félix Antoine Tshisekedi, na ministre na ye environnement, Maman Eve Bazaiba, babandi bitumba oyo lelote, toyokaka sango bakendaki na Angleterre, bakei na Égypte, bakei na Émirats Arabes Unis, baza kotambola partout pour na makambo etali climat. Ça n'a pas été facile, mais lelo toza koloba mindele na uti kosoa na bango ya suka na soyi na bango semaine leki na zaki na bango. Maman mokonzi bazaiba atinda kingai pona soa na bango. To sololi balobi toyoki mongongo ya président na bino, toyoki mongongo ya mokonzi na bino ya environnement ministre. Désormais biso pe bopesa biso mo atan moke to changer ba méthode na biso ya ko sunga bino de façon que mbongo to sunga na makambo etali climat tout ça mbongo wane bana ko bénéficier mingi koleka ba population ba bola ba Congolais, même si on a un Congolais, azali propriétaire ya zamba, ba communauté na ba fin ba village na biso, ba banda ko futama pona ba zamba wana. C'est là où to komi. Na koya koleka na radio tena loba yango, soki to koma ki wana te, mais to komi wana. Mais étape ezali kolande ezali comment rendre ça opérationnel. Ça veut dire que ça la mandenge nini parce que to yebi mboka eza munene. Ba communauté bazali ebele, ba province ebele, besoin zali makasi toko sala ndenge nini. Yangwana lelo yo boye, tozali na autour ya maman ministre oyo apesa mili mokumba ya environnement, azali kolala te, azali ko continuer ko réfléchir longa na ba expert na ye pona kotala comment likambo ko salema. Et dans l'entretemps, elonga na ministre ya finance, ba sila ekoyo kana pe na bénédiction ya gouvernement mobimba. Na 2023 Tokoti saki otobengi yango taxe carbone na loi ya RDC. Taxe carbone ezali mwa misolo mike e kobanda kozoma na baeban so bazala kotinda mipepe ya mabe na likolo tobengi yango émission ba gaz à effet de serre pe mbongo wana ekokongola maloko ya leta yebi kosala yango malamo pe ekokabolama ndambo ya misolo wana ekosunga leta na makambo mosusu me ndambo mosusu ekokabolama na ba communauté pona ko permettre que kofutama ya bao bazana bazamba bazako bazamba et dépendre kaka na misolo ya ba mindelete po mindele moko musu akoko kata yango mais euta na biso moko parce que soki to ko batela zamba ezali avant tout parce que zamba ezali richesse bozwi na biso ezali kita na biso ezali zamba ya ba payate. To banzi penza ete nyonso ezali kosala na kombo na bango ekokomela bango pe ya solo na boende to sukisi émission na biso ya lelo. Je rappelle que nous avions reçu le professeur Joseph Malassi Longunza. Il est le conseiller politique, diplomatique et climat de la ministre de l'environnement, la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable. Na ende to betaki di solo ya ba mécanisme de financement autour ya climat. To beta qui c'était mingi vraiment sur les paiements pour services environnementaux to le bela ki yango soki ezali penzanini na boende to pesi bino banso botondi. Merci à Alain Mbungu Pascal Wazaki côté FM et Dani Zayobi qui a assuré la vidéo na bino banso de to lobi. Merci to kutani mercredi prochain. Au revoir. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687.
Enveloppe Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.